Bien, bonsoir et merci à vous tous d'être présents pour cette 7e séance de notre groupe de travail qui s'intéresse à la question des besoins linguistiques dans la métropole. C'est une réflexion qui a été proposée par Alain Grand-Guillot, qui s'est développée au fil des mois, qui a permis d'explorer une thématique territoriale finalement assez peu mise en avant dans les politiques publiques. Ce soir, on va donc clôturer, concernant ce groupe de travail, l'année 2014 avec le linguiste Gilbert Dalgalian, que je voudrais d'abord particulièrement remercier d'être venu jusqu'à Nantes, puisqu'il demeure dans le Morbihan et qu'il a fait ce voyage pour nous. Gilbert Dalgalian est un linguiste renommé, c'est aussi un expert des sciences de l'éducation. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet, dont 2 sont éventuellement à la disposition de ceux qui seraient intéressés. Je vais les citer. Reconstruire l'éducation ou le désir d'apprendre. Et un deuxième livre qui est totalement dans le sujet pour nous, Enfance plurilingue, témoignage pour une éducation bilingue et plurilingue. Donc il a écrit ces livres autour de l'enseignement et de l'éducation. Il a occupé divers postes internationaux à l'UNESCO, à l'Alliance française. Il a aussi été enseignant, ce qui n'est pas tout à fait négligeable quand on parle d'éducation. Il va nous éclairer ce soir sur le développement de l'enfant par le contact très jeune avec les langues. Ce plurilinguisme précoce traduit l'idée selon laquelle les enfants qui apprennent plusieurs langues dès leur plus jeune âge, bénéficient d'un atout supplémentaire dans leur vie personnelle et professionnelle. On a déjà eu des interventions sur cette logique-là. Au moment où le discours public insiste beaucoup sur l'attractivité et le caractère international des grandes métropoles, il nous semble utile de formuler quelques propositions aux élus qui sont en charge de la décision publique pour développer le multilinguisme. Lequel multilinguisme concerne d'ailleurs toutes les langues, celles qui sont déjà parlées sur un territoire, du fait de la diversité des populations. Les langues régionales, on a eu aussi l'occasion d'en parler lors d'une intervention précédente, autant que les langues que l'on dit utiles. Nous avons au Conseil de développement une expression fétiche selon laquelle l'investissement dans l'avenir repose autant sur la petite enfance que sur l'enseignement supérieur. Le propos de Gilbert Dalgalian vient en quelque sorte en appui de cette formule. Et à nouveau, je voudrais le remercier d'avoir accepté notre invitation, d'être venu jusqu'ici. Et je vais lui passer tout de suite la parole. Vous avez un micro... Ah non, monsieur Grand-Guillot, avec quelques petits points d'information. Oui, pardon. Très rapide, puisqu'il y a des nouvelles personnes. Je vous signale que sur le site Nantes Citoyenneté, vous pourrez avoir l'ensemble des diaporamas des intervenants précédents. Donc Nantes Citoyenneté, vous avez l'atelier besoins linguistiques. Pour faire une liaison avec les propos de M. Dalgalian qu'il va nous donner, comme nous avons travaillé sur la première séquence qui était l'éducation de la petite enfance jusqu'à l'université, donc une filière multilingue si possible à mettre en place. Il y a eu récemment, dans le cadre de la petite actualité, donc les nouveaux commissaires européens qui ont été désignés là, suite aux élections européennes ont relancé les projets de multilinguisme dans les pays de l'Europe, puisqu'ils ont dit que le multilinguisme, c'était l'ADN de l'Europe. Et puis, une deuxième petite information qui va compléter tous les propos que va tenir M. Dalgalian, on lui a demandé de s'intéresser à la petite enfance, mais il y a eu une étude qui vient d'être faite par l'Université de Pennsylvanie avec l'Université du Québec, menée par un professeur, M. Pinkley, qui vient de démontrer que l'apprentissage d'une langue, quel que soit l'âge, était un bienfait pour le développement du cerveau et le maintien de l'activité neurologique. Donc vous pouvez vous mettre rapidement pour 2015 à un nouvel apprentissage d'une nouvelle langue. Monsieur Dalgalian, vous remercions déjà par avance, je vous passe la parole. Merci à vous, bonsoir à tous et à toutes. Si vous pouvez prendre le micro, parce qu'on met en ligne ensuite votre enregistrement.
Donc vous avez un micro là-bas, ou je vous donne celui-ci, c'est comme vous voulez. Je préfère en principe parler sans micro, mais puisque vous avez prévu de l'enregistrer, voilà. Je suis obligé d'en passer par le micro. Est-ce que c'est bon là? Non, non, il faut l'allumer. Attendez, je vous donne celui-là et puis je récupérer. Voilà, c'est bon. Merci. Bon. Donc bonsoir à tous et à toutes. Et d'abord un mot sur ce, juste en passant sur ce titre qui est affiché, pour cadrer un petit peu les problèmes par rapport à l'émergence d'Homo sapiens. L'oral, ça commence hier dans l'histoire de l'humanité. L'écrit, ça commence hier dans l'histoire de l'humanité et ça a été précédé par des centaines de milliers d'années d'oralité. Et comme par hasard, chaque enfant dans sa vie d'enfant, refait en raccourci ce parcours, c'est-à-dire que l'oral vient aussi chez lui bien avant l'écrit. Comme une espèce de reprise en résumé et en condensé de l'histoire de l'humanité. Je voulais vous signaler donc tout ce caractère fondateur de l'oral dans l'émergence même d'Homo sapiens et ensuite dans le devenir de chaque être humain. Alors, pour ceux que ça intéresserait, parce que je ne connais pas exactement le public qui est présent ce soir, donc à tout hasard, je vous donne, pour ceux que ça intéresse, quelques éléments de bibliographie. Changeux, c'est notre grand neurobiologiste, professeur au Collège de France, et son équipe, avec Stanislas Dehaene, a fait de grandes avancées dans le domaine de comment le cerveau fonctionne, comment le cerveau de l'enfant notamment apprend, comment le cerveau se reconfigure tout au long d'une vie. Et comme ces choses-là sont dites en termes de neurobiologie et non pas en termes d'éducation, j'ai éprouvé le besoin de tirer les conséquences de leurs études dans ce troisième titre qui est, le dernier en bas de la liste, Reconstruire l'éducation, où je montre comment l'éducation pourrait prendre en compte de façon beaucoup plus importante, ou même tout à fait de façon nouvelle, je dois dire, les avancées des neurosciences, de la neurobiologie, et à partir de là, des sciences de l'éducation. Donc voilà, ça c'est axé sur les retombées des neurosciences en éducation. Quant au deuxième titre, Jean Petit, c'est un plaidoyer pour l'immersion, c'est-à-dire c'est le rôle de l'environnement dans l'apprentissage. Quand on est dans une immersion, dans un bain linguistique, l'apprentissage se fait. Et du point de vue pédagogique, c'est une révolution. Quant à Enfance plurilingue, qui était mon premier écrit, c'est un ouvrage de vulgarisation truffé d'anecdotes avec des explications plus théoriques, mais qui est à la portée de tout le monde. Bon, voilà, j'en ai fini avec les aspects de bibliographie et je rentre dans le vif du sujet. Donc, pourquoi précoce? Alors, d'abord, définition du mot précoce. Le précoce, c'est l'âge du langage entre 0 et 7 ans. Après 7 ans, on n'est plus dans le cadre du précoce, on est dans le cadre d'un tardif ou d'un semi-précoce, mais en fait, c'est déjà du tardif. Donc, toutes les situations d'apprentissage à partir du CM ou à partir du collège sont intéressantes, bien sûr, mais ne sont pas du précoce. Le précoce, ça devrait donc, si ce n'est pas donné dans la famille, ça commence en maternelle. Disons au plus tard en moyenne section de maternelle, pour pour que l'enfant attrape la langue à l'âge du langage, à l'âge où il construit non seulement la langue qu'il est en train d'apprendre, mais aussi la fonction langage, qui est une fonction de communication en utilisant les signes et les symboles que sont les mots de la langue orale. Et donc cette aptitude à manipuler des signes et des symboles à l'oral, c'est la fonction langage. Et que cette fonction se construise avec un code ou avec 2 codes ou même voire avec 3 codes, ça n'est que bénéfique pour l'enfant dont la fonction langage en sera d'autant plus enrichie. C'est ce que nous allons voir maintenant.
Alors à partir de cette première explication, vous pouvez m'interrompre quand vous voulez et me poser une question de clarification ou ce qui vous passe par la tête. Ça ne me déstabilisera pas, je vous prie de croire que vous pouvez le faire. Alors pourquoi précoce? D'abord, c'est plus formateur, tous azimuts, pour le cerveau de l'enfant. Ça a été dit tout à l'heure et c'est ce que je vais développer dans la seconde partie en détail. Deuxièmement, ça ne se fait pas au détriment de la langue première ou maternelle, admettons le français. Ça se fait aussi au bénéfice du français. Et troisièmement, ça va permettre des transferts plus riches, plus aisés et plus rapides lorsque ce petit bilingue abordera en tardif cette fois sa troisième langue, peut-être au CM ou au collège. Donc admettons l'anglais en troisième position. Et il apprendra plus facilement que son camarade monolingue qui n'aurait eu que le français si ce petit bilingue a eu par exemple français-breton, français-allemand, français-espagnol. Sa façon d'aborder la troisième langue sera facilitée et plus rapide, plus riche de transferts nombreux. Alors je reviens sur la question de pas au détriment de la langue première, mais au contraire au bénéfice de la langue première ou maternelle. Alors là, je vais vous raconter, enfin, je vais vous décrire plutôt ce qui ressemblerait à une anecdote, mais qui a une valeur de statistique quasiment sociologique, sociolinguistique. Je fais beaucoup de conférences dans à peu près toutes les régions françaises, parfois aussi à l'étranger, mais parlons de l'Hexagone. Et donc, au cours de ces conférences, évidemment, je dois savoir à qui je parle, et ce sont en général des associations de parents d'élèves qui m'invitent. Et donc, j'ai en face de moi des parents d'élèves. J'ai disons, des auditoires très majoritairement de parents d'élèves. Alors, qui sont ces parents d'élèves? Ce sont des parents d'élèves qui soit se posent la question d'inscrire leur enfant dans une filière bilingue, soit ont déjà fait ce choix mais veulent se conforter dans le choix qu'ils ont fait et se rassurer qu'ils ont fait le bon choix. Donc j'ai ce genre de public devant moi. Et à force de fréquenter ces publics en Bretagne, au Pays Basque, dans les départements occitans, en Alsace, il a fallu que je m'intéresse à leur profil linguistique et à leur motivation. Et qu'est-ce que j'ai pu constater? C'est que 80% de ces parents qui sont en train de faire le choix ou qui ont fait le choix d'une éducation bilingue pour leur enfant sont des parents monolingues francophones, à 80%. Peut-être la proportion est un peu plus faible, c'est-à-dire il y a plus de gens qui sont des locuteurs de la langue en Alsace, où peut-être la proportion est entre 60 et 70% de parents monolingues francophones, parce que l'alsacien c'est un peu mieux conservé. Bon, voilà, je fais ce constat. Alors à partir de ce constat, il faut réfléchir. Quand on est linguiste, on doit se poser des questions. Et du coup, je me pose la question, comment des parents, sans se donner le mot entre eux, et de façon d'ailleurs pas toujours très élaborée, très consciente, de façon intuitive, je dirais, et sans se donner le mot entre eux, et à plus forte raison, sans se donner le mot d'une région à l'autre, ont fait le même choix d'une éducation bilingue pour leur enfant. Comment sont-ils arrivés à vouloir pour leur enfant ce qu'eux n'ont pas eu? Parce que ce sont des parents qui ont soit perdu, soit jamais eu en transmission familiale leur langue régionale. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces parents qui font un choix différent de ce qu'eux ont vécu? Eh bien c'est simple, ils ont ressenti, par quel cheminement ne me demandez pas, ça peut d'ailleurs différer d'un individu à l'autre, mais ils ont ressenti tous, et c'est ça qu'ils ont en commun,
la perte de la langue comme une perte inutile. Ils ont ressenti cette perte comme une perte inutile. Certains auteurs, et je pense notamment à un psychiatre de Brest, qui lui a fait d'autres constats sur son divan, et qui va jusqu'à parler de traumatisme, mais avec un petit bémol, c'est que ce traumatisme dans le cas de la perte de la langue, au lieu d'avoir la brusquerie, la soudaineté des traumatismes habituels, accident de la route ou accident d'un autre genre, là il n'y a pas la soudaineté, ça s'étale sur 3 générations. Mais le résultat est le même, il y a quelque chose qui, de son point de vue, et il l'a constaté dans les pathologies qu'il a vues dans son cabinet, il a constaté que la perte de la langue était était un traumatisme, et il explique cela par le fait que la perte de la langue maternelle, c'est-à-dire de la langue de la famille, c'est la perte des registres que seule la famille transmet. Les registres de l'émotion, du sentiment, de l'intime, de la sexualité éventuellement, tous ces registres que l'on ne retrouvera pas à l'école, qui enseigne un français plutôt académique et scolaire, et que seule la famille pouvait transmettre. Et évidemment, cette perte s'est étalée sur 3 générations. Et il n'y a pas la soudaineté du traumatisme, mais il y a le même résultat. Donc, il faut réfléchir encore un peu à cette dimension des parents dont je viens de parler. Qu'est-ce qu'ils ont fait à partir de ce sentiment de perte? Ils ont, en quelque sorte, sans se donner le mot, ils ont délégué à la génération suivante le devoir de la réappropriation linguistique, sachant que pour eux, bon, c'était trop tard pour ce qui est du précoce, ils peuvent toujours apprendre un peu, mais ça ne sera pas la même chose. Donc, ils ont délégué aux enfants ce devoir de réappropriation. Et puis, en choisissant le breton, ils ont prouvé que, ailleurs d'ailleurs, c'est le basque ou l'alsacien ou l'occitan, ils n'ont pas fait le choix d'éradiquer le français. Ils ont fait le choix de renforcer les apprentissages du français par des apprentissages d'une deuxième langue précoce. Si vous voulez, la démarche c'est la même que si on inscrit l'enfant dans un collège international ou un lycée international, sauf que là, ça commence dès la maternelle. Donc ils ont voulu permettre aux enfants de jongler avec les 2 codes et de les maîtriser d'autant mieux. Voilà donc ce qu'on peut dire à partir de ce constat concernant les parents majoritairement monolingues francophones. Alors j'en arrive à la deuxième grande partie de mon exposé, à savoir quels sont ces apports des apprentissages précoces de langue. Alors, je l'ai un peu dit déjà tout au début, mais revenons là-dessus. Une langue précoce s'apprend à l'oral et seulement à l'oral. Que ce soit en famille ou à la maternelle, ce n'est que de l'oral pour quelques années au moins. Alors ce trait distinctif, ce n'est pas du tout anodin. Ça signifie que grâce à cette particularité d'un cerveau qui à cet âge est plus plastique, plus actif, l'enfant acquiert et construit son langage de façon rapide et à l'oral, il construit tous les automatismes qui vont constituer les fondements des 2 langues. Et en faisant ça, il construit aussi son langage. Il apprend donc les langues à l'âge du langage. Donc, certains auteurs ont utilisé l'expression âge critique. Je n'aime pas ce côté critique. Je dis que c'est l'âge du langage, c'est positif. C'est l'âge où on construit le langage et on le construit avec 1 code, 2 codes, 3 codes. Alors, insistons sur les automatismes, parce que c'est le cœur du discours. Il y a beaucoup d'apprentissages où les automatismes sont absolument indispensables. Et que ce soit le vélo, la natation, les sports, la musique instrumentale, la guitare, le violon, le piano, la conduite automobile, tout ça ne peut pas se passer de l'acquisition
qui est pénible au début, mais une fois que c'est rentré, c'est tout à fait enrichissant, l'acquisition d'automatisme. Et donc il y a une grande part de gestes dans ces domaines qu'il a fallu automatiser. Et c'est pareil en langue, il a fallu automatiser beaucoup de choses, et je vais détailler cela. Si on n'avait pas automatisé dans les domaines que je viens de dire, eh ben, ça serait l'accident, ça serait la fausse note, ça serait la noyade. Et dans le cas de la langue, eh ben, on y serait encore dans 1 an pour faire cet exposé et le débat qui va suivre. Parce qu'on aurait beaucoup de mal à aligner les idées si on n'avait pas les automatismes linguistiques qu'on a construits tout petit. Et alors, quels sont-ils, ces automatismes? Ils sont là à tous les niveaux. À tous les niveaux de la langue. Au niveau des sons, parce que pour parler et pour échanger, je dois percevoir sans obstacle et sans étrangeté les phonèmes, les sons, si vous préférez, de la langue, et je dois très vite les reproduire, être capable de les reproduire. Donc des automatismes à la fois perceptifs et articulatoires, phonatoires. Et c'est justement ce qui est le plus difficile dans les apprentissages tardifs, parce que quand on n'a pas l'oreille de l'enfant, on a d'autant plus de mal à faire une rééducation de l'oreille pour obtenir des résultats qui seront d'ailleurs jamais aussi bons. L'oreille n'est plus la même. Entre-temps, l'oreille est devenue un filtre. Nous sommes nés, vous allez le voir parce que je vais vous montrer un diapo, nous sommes nés avec une oreille universelle. Mais arrivé à 9, 10 ans, 12 ans, notre oreille est devenue un filtre. Et ce filtre va se spécialiser sur les sons de la langue maternelle ou des langues, quand on en a plusieurs, et des sons qui sont proches de ces 2 langues. Donc, en fait, en devenant adulte, en devenant adolescent puis adulte, on a quitté cette situation privilégiée d'une oreille universelle pour devenir des malentendants sélectifs. Nous sommes des malentendants sélectifs si nous sommes demain confrontés à l'apprentissage du russe, du mandarin, du japonais. Il va falloir une rééducation de l'oreille. Nous sommes dans la même situation qu'un malentendant qui a besoin lui aussi d'une rééducation. Pensez d'ailleurs à cette difficulté supplémentaire pour un apprenant adolescent ou adulte qui n'a pas les bénéfices de l'âge, quand il est en présence de langues à tons, parce que là c'est pas seulement les sons qu'il doit percevoir, mais il doit percevoir les tons, comme dans le mandarin, le thaï, le vietnamien, ce sont des langues à tons, il y en a beaucoup dans le monde, et ces langues à tons où les tons ont un effet distinctif aussi important que les sons en français par exemple. Donc là, cette rééducation de l'oreille est encore plus lourde quand on est en face de langues de ce type, de langue à tons. Donc, alors je vais revenir un instant sur cette notion d'oreille universelle. En vous montrant ce schéma qu'on appelle le test de la tétine électronique. Alors, la tétine qui est dans la bouche du bébé est reliée à un ordinateur qui fait ce graphique. Et il y a 2 conditions pour que ce test que je vais expliquer puisse être révélateur de quelque chose de profond. Première condition, aucune main étrangère ne doit tenir la tétine dans la bouche du bébé. Il doit être donc à même de garder seul la tétine en bouche, ce qui fait que le test peut être fait très tôt. À 4, 5, 6 semaines maximum, le bébé garde la tétine en bouche et donc on peut faire à ce moment-là, donc très tôt dans la vie de l'enfant, ce test. C'est ce qui a été fait dans de nombreux laboratoires de
linguistique ou de neurobiologie. Et la deuxième condition, c'est qu'on va lui faire entendre des sons, mais qui ne sont pas les sons de son environnement habituel. Parce que même s'il n'a que 6 semaines de vie, il a déjà perçu des sons, déjà in utero et ensuite après la naissance. Donc si on fait le test à Nantes, on ne prendra ni du français, ni du breton, ni de l'anglais. On prendra une langue exotique complètement, dont on est sûr que l'enfant n'a eu aucune occasion de l'entendre. On prendra, je ne sais pas, du Wolof, du Quechua, une langue de Papouasie peut-être, et il entendra des sons. Alors, c'est là qu'intervient le test. Dans la fraction de seconde où l'enfant perçoit dans son environnement sonore un élément nouveau, il réagit à cet élément nouveau par une succion plus intense sur la tétine. Autrement dit, il a perçu le son de façon instantanée. Il a réagi par un peu d'énervement, en tout cas par une vigilance accrue, et ça s'est traduit par une succion plus intense sur sa tétine, d'où le graphique en clocher. Et puis on maintient le son, on ne l'arrête pas. Et là, il commence à s'ennuyer, et la vigilance se perd, la succion devient plus molle, et le graphique s'aplatit. Et quand il s'est suffisamment aplati, on diffuse un deuxième son différent, mais peu différent du premier. J'insiste sur le peu différent. Et là, malgré la petite différence de son, il réagit la deuxième fois comme la première, par une vigilance accrue, un peu d'énervement sur sa tétine, une succion plus intense, et là aussi, ça va s'aplatir. Donc, ce petit test n'a l'air de rien, mais il signifie tout simplement que nous arrivons au monde, nous sommes tous arrivés au monde avec une discrimination auditive parfaite. Nous avions une discrimination auditive totale pour absolument tous les sons que la planète pouvait comporter en matière de son. Donc il a une discrimination auditive parfaite, il perçoit les moindres différences. Et c'est sur ces petites différences que sont construits les mots de toutes les langues. Dans toutes les langues du monde, ce sont les petites différences qui distinguent les mots entre eux. Et c'est ainsi qu'en français, pour ne prendre que des exemples en français, pont n'est pas bon, sou n'est pas chou, le chien n'est pas le sien, ça n'est pas chat, goût n'est pas coup, etc., etc. On pourrait multiplier les exemples, il y en a des milliers et il y en a dans toutes les langues. Et c'est par ce système d'opposition que les mots, donc les significations, s'opposent entre eux et entre elles pour les significations. Donc ce système linguistique qui oppose les mots par des sons différents, avec peu de différence, ce système est basé sur notre oreille universelle à la naissance. Nous avons une oreille extrêmement ouverte qui va, au fur et à mesure des apprentissages, se spécialiser et donc se fermer aux autres sons que l'enfant n'a pas eu l'occasion de percevoir. Donc, l'oreille est totalement ouverte jusqu'aux alentours de 4-5 ans. Elle commence déjà à se réduire un petit peu, mais pas trop, pas complètement. Après 7 ans, ça se ferme beaucoup plus et on arrive à un moment donné à ce que j'ai appelé tout à l'heure un filtre qui ne laisse passer que les sons proches ou identiques de ceux de la langue maternelle. Et vous voyez tout de suite l'avantage du bilingue ou du trilingue. Il a une oreille plus ouverte qu'il gardera même beaucoup plus tard pour une troisième langue tardive, voire très tardive, ou pour une quatrième. Il va avoir cette oreille un tout petit peu plus ouverte. Alors, ici, petite parenthèse, même des enfants, par exemple des enfants adoptés,
qui ont perdu leur langue maternelle. Ils ont été adoptés à 4-5 ans, ils avaient déjà des rudiments dans leur langue maternelle, bien avancés. Et puis, d'un seul coup, ils sont dans une famille française et ils perdent leur langue et la famille ne va pas leur maintenir leur bengali ou une langue complètement absente de la famille. Donc, l'enfant va perdre sa langue. Mais même dans ce cas-là, bien qu'ayant perdu tout, le lexique, la syntaxe, etc., il va garder une oreille plus ouverte. Les bénéfices d'une stimulation précoce de l'oreille sont maintenus pour l'essentiel en tout cas, y compris malgré la perte. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Heureusement que j'ai mon pense-bête pour me remettre sur la voie. Oui, allez-y. Un peu plus fort pour que tout le monde soit au courant de la question. Ces bénéfices existent même si l'enfant n'a pas reproduit les sons de la langue, oui, s'il était trop jeune en fait pour les reproduire. Dans l'exemple que j'ai pris, je pensais à une adoption d'un enfant de 4-5 ans qui a déjà commencé à construire sa langue maternelle, même assez largement, et qui perd sa langue par faute d'un environnement qui lui permet de conserver cette langue. Mais donc il garde les sons, si c'est ça que il garde non pas les sons parce qu'il est plus confronté aux mêmes sons, mais il garde l'ouverture de l'oreille. Il a eu une stimulation précoce dont il lui restera quelque chose. C'était ça votre question? Oui, c'était pour savoir, si l'enfant finalement n'a pas pratiqué la langue, s'il l'a simplement entendue. Non, à 4-5 ans, il a déjà, même si on a affaire à un enfant relativement passif, pas très expansif, etc., mais la compréhension même des mots, des phrases, des énoncés, des échanges qu'il a avec papa, maman, les frères, les sœurs, cette compréhension suppose qu'il a déjà les moyens de la reproduction. Il n'y a pas la passivité n'est qu'apparente. Il a mis en place, chaque fois qu'il a mis en place du lexique, etc., la passivité n'est qu'apparente parce qu'il a déjà le schéma reproducteur, le schéma moteur de reproduction du son. Et ce schéma moteur se met en place très tôt dans la vie d'un enfant. Très tôt, il met en place le schéma moteur de reproduction des sons qu'il entend et des mots qu'il entend. Donc, même s'il est passif dans le comportement, dans son cerveau, il n'y a pas de passivité. Il a été actif, il a reproduit ces mots de façon audible ou inaudible, mais il a les schémas moteurs de reproduction, il connaît ces mots. Donc, il n'est pas, c'est pas seulement de la perception, c'est perception plus couplage avec un schéma moteur de reproduction du son. C'était une question intéressante, vous avez bien fait de m'interrompre. Bon, alors où est-ce que j'en suis? Alors oui, je dis, il met en place très vite, très tôt, à partir disons des premiers mois, 6e, 7e, 8e mois, il met en place la reproduction des sons, les premiers babillages, les premiers... Mais il met en place le schéma moteur, mais avec des erreurs, avec des approximations qu'il va rectifier en cours de route en voyant que ça ne correspond pas tout à fait au modèle ambiant. Et il va donc, de retouche en retouche, il va mettre en place la bonne prononciation, le bon mot, etc. Mais c'est alors qu'arrivent les automatismes les plus décisifs, dont je n'ai pas encore parlé. Alors, ce sont les automatismes qui concernent la morphosyntaxe. Autrement dit, la grammaire. Mais attention, pas la grammaire de l'école, pas la grammaire descriptive que l'on va rencontrer à partir du CE, du CM. Non, cette grammaire que nous avons tous intériorisée tout petit par imitation des modèles de notre environnement. C'est une grammaire acquise de façon intuitive et pas du tout de façon descriptive. Ça a été acquis dans l'échange, dans les interactions, dans les jeux, dans les comptines, dans les chants, etc.
Et c'est de cette façon que ces automatismes se sont mis en place tout petits. Alors, la preuve qu'il s'agit bien d'automatisme, vous l'avez en ce moment devant vous. Quand je vous fais cet exposé, je suis complètement concentré sur le message de ce que j'ai à vous dire. Et à aucun moment je ne me pose la question de savoir si j'ai bien conjugué mes verbes, si j'ai bien choisi mes temps de verbes, si j'ai bien mis les bonnes prépositions, si j'ai bien mis les féminins, les pluriels, etc. Tout ce travail formel de mise en forme de la langue se fait automatiquement. Et je vais vous montrer dans quelle aire du cerveau, se fait automatiquement au service du message. Mais le meilleur, c'est encore à venir. C'est que chez vous, en ce moment, c'est la même chose. Quand vous m'écoutez, vous êtes concentré sur le message, et à aucun moment vous vous êtes posé la question, est-ce qu'il a bien mis ses prépositions, ses verbes, ses temps de verbes, ses conjugaisons, ses féminins, ses pluriels. Vous vous en fichez complètement, vous êtes concentré sur ce que je dis, c'est-à-dire sur le sens. Donc, il y a quelque chose chez moi en encodage et chez vous en décodage qui fonctionne de façon automatique. C'est ce qui permet une communication rapide, parce qu'on n'est plus dans le souci de la mise en forme. On va directement à l'idée, du moins on croit que ça se fait, mais en réalité, il y a une zone du cerveau qui a pris en charge la mise en forme de l'idée sous forme d'énoncé et d'énoncé correct. Alors, je dis automatisme. Petite nuance quand même. C'est automatique, mais ce n'est pas complètement inconscient. Parce que si je fais un lapsus, je l'entends et je me reprends. Donc, quelque part, il y a quand même un contrôle a posteriori sur ce que j'ai dit, sur ce que j'ai pu commettre comme bévue, comme bêtise, comme lapsus. Et donc, il y a quand même quelque chose de conscient. Mais au moment de la production ou au moment du décodage chez vous en réception, c'est automatique. Vous n'êtes alerté sur cette mise en forme que si moi aussi je fais un lapsus, vous vous dites « Ah là là, il a dérapé, qu'est-ce que c'est que ça ?» Bon, et donc à ce moment-là, vous êtes alerté au niveau conscient. Mais sinon, tout le reste se fait de façon inconsciente et automatique. Alors, vous voyez, ça valait le coup d'insister là-dessus, parce que c'est pas évident, ça saute pas aux yeux, et tous les linguistes n'insistent pas suffisamment sur cette dimension automatique. Donc, nous ayant en commun tous ici la grammaire du français, qui fonctionne bien puisqu'on peut se comprendre, donc nous disposons et nous avons construit les mêmes automatismes à un moment donné de notre enfance. Nous les avons construits et nous les avons en commun. Alors, ici, je reviens sur les... Voilà les deux aires principales qui gèrent aussi bien la production que la compréhension linguistique. Et cela, d'ailleurs, pour l'oral et pour l'écrit aussi. Mais commençons par l'oral, je vous dirai un mot de l'écrit ensuite. Ce sont l'aire de Broca, qui est située à peu près ici, préfrontale gauche, et l'aire de Wernicke, qui est dans une zone pariétale, un petit peu en arrière de l'oreille, comme ça, donc l'aire de Wernicke. Et ces deux aires sont baptisées d'après le nom de médecins du 19e siècle, Broca français et Wernicke était allemand. Et ils n'avaient malheureusement pas les moyens d'aujourd'hui pour détecter les zones auxquelles ils ont donné leur nom. Pourtant, ils ne se sont pas trompés. Mais ils ne devaient pas avoir les mêmes malades à soigner, parce que pour arriver à localiser la lésion de leur malade, il a fallu qu'ils attendent le décès du malade. Bon, ils ont donc attendu quelques années à chaque fois, et au moment de l'autopsie, ils ont constaté, pour Broca, une aire,
et pour Wernicke une autre ère, et n'avaient probablement pas les mêmes malades. Ils avaient affaire à des malades de pathologies différentes, parce que l'ère de Wernicke gère le sens et l'ère de Broca gère les automatismes. Et naturellement, ils sont reliés entre eux par un grand canal, un grand qu'on appelle le faisceau arqué, qui relie les deux zones, parce que s'il n'y a pas communication entre ces deux aires, évidemment, la mise en forme ou le décryptage du message ne peuvent pas se faire. Donc les deux aires communiquent, intensivement même, mais n'ont pas la même tâche. Probablement que... Alors, encore un mot sur Wernicke. Wernicke, c'est ce qui vous permet en ce moment de comprendre ce que je dis, et de le mettre en relation avec ce que vous saviez déjà sur le cerveau, bon. Donc c'est le lieu de la synthèse et de l'interprétation. C'est le laboratoire du sens. Wernicke, c'est notre laboratoire du sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, quel que soit le nombre de langues que nous parlons, et quel que soit l'âge auquel nous les avons apprises, nous n'aurons qu'un seul Wernicke pour toutes ces langues. Parce que nous ne changeons pas de structure logique et sémantique fondamentale, même quand on change de langue et quand on en apprend 4, 5, 6, on a fondamentalement les mêmes structures logiques et sémantiques, ce qui n'empêche pas des différences culturelles, mais ça c'est un plus, mais les structures logiques et sémantiques fondamentales sont les mêmes et nous n'aurons qu'un seul Wernicke pour toutes les langues. Ce qui, entre parenthèses, est un argument de plus, s'il en fallait un, contre toutes les dérives racistes. Parce que, effectivement, à travers toute la planète, nous avons ce même outil qui est l'ère de Wernicke et qui permet à un ethnologue de Nantes ou de Paris ou de Londres d'aller séjourner en Amazonie ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée pendant 2 ou 3 ans, d'apprendre les langues de ces peuples premiers, de décrire leurs mœurs, leurs rituels, leurs croyances, leur façon de vivre et de survivre, et de nous ramener ça. Donc il y a communication possible, y compris avec des gens qui ont 2 ou 3 000 ans de retard technique et scientifique sur nous, mais qui ont les mêmes structures logiques et sémantiques que nous, et qui permettent donc cette communication, ce travail de recherche scientifique. Donc ça, c'était une parenthèse à propos de Wernicke. Avec Broca, c'est le contraire. Broca est spécialisé dans la gestion automatique des formes. Or, les formes sont différentes d'une langue à l'autre. Donc, on va construire un deuxième Broca si on apprend une deuxième langue, et un troisième Broca si on en apprend une troisième. On aura autant de Broca qui vont se construire les uns à côté des autres qu'on a de langues. Ce qui se fait facilement quand on est petit, vous allez le voir, mais qui est beaucoup plus pénible et long et ardu quand on a atteint l'âge de 30 ans, 40 ans. On peut le faire encore, mais alors là, il va falloir, puisqu'il n'y a plus le précoce, il va falloir un sacré environnement porteur, avec des séjours dans le pays, des partenaires avec qui on parle, etc. Donc, mais c'est possible, on construit, difficilement, mais on construit un Broca de plus pour chaque langue. Alors, ah voilà. Donc, là, c'est le double Broca d'un, certes bilingue, mais il est bilingue tardif. Celui-ci a appris, était de langue maternelle française. La famille a dû émigrer, je ne sais où, aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Il a appris l'anglais, mais peut-être à 7-8 ans, avec 4 ou 5 ans de décalage, il a construit un deuxième Broca pour son anglais. Donc il est bilingue, mais les deux Broca sont voisins, contigus même, mais différents. Par contre, si un autre bilingue qui, lui, a eu les deux langues en précoce, construit un gros Broca unique au bénéfice de ces deux langues. Et c'est là aussi la preuve par l'image et par l'imagerie médicale de la plus grande souplesse
du cerveau du bilingue qui utilise les mêmes zones neuronales pour gérer ces deux langues, au niveau des formes linguistiques qui sont différentes d'une langue à l'autre. Alors, explication. D'abord, évidemment, ce n'est pas une image directe que vous avez là. C'est une image qui est l'addition ou la synthèse de plusieurs dizaines d'images de l'enfant dans différentes activités de langue, lire, comprendre, parler, etc., etc. Et ça dans les deux langues. Et quand on les superpose, alors on arrive à cette image finale qui montre la superposition totale du broca des deux, pour les deux langues. Alors, il a, lui aussi, c'est un turcophone anglophone. Il a eu les deux langues en précoce, mais avec une zone particulière pour les spécificités de son turc, parce qu'il y a des choses en turc qui n'ont pas leur équivalent en anglais. Il faut donc des zones spécifiques. Et de même, il y a des zones spécifiques pour son anglais, pour des phénomènes linguistiques qui ne se retrouveront pas en anglais et qui ne se retrouveront pas en turc. Donc, il a construit un gros broca dont l'essentiel est commun aux deux langues. Et avec ce gros broca commun, il est dans un perpétuel aller-retour facile d'une langue à l'autre sans avoir à traduire. Parce que l'autre bilingue de tout à l'heure, au début, il a dû traduire. Peut-être qu'au terme de son apprentissage bilingue, il ne traduit plus, mais au départ, il traduisait. Et alors que le bilingue précoce ne traduit pas, il est dans un aller-retour spontané. Il dit son vécu, son savoir, son émotion, tantôt dans une langue, tantôt dans l'autre. Il n'est pas dans la traduction, il est dans une libre reformulation de ce qu'il a à dire, sans s'occuper de fidélité au texte de traduction. Je vous écoute. Est-ce que vous pouvez nous donner l'étude ou je ne sais pas si vous allez citer la bibliographie plus tard. Et deuxième question, la première question, est-ce que vous pouvez nous donner le nom de l'étude de cette expérience qu'ils ont fait pour avoir ces images? Ah oui, alors ces images sont prises, je vais vous donner la référence exacte. Elle se trouve dans le livre sur l'éducation, je vais vous retrouver ça tout de suite pour ne pas... Voilà. Donc, cette étude a été faite par Kim. Alors, c'est dans la bibliographie à la fin, donc allons tout de suite à la fin. Elle a été reprise par d'autres, mais la première fois, elle a été faite par Kim Relkin Lee Hirsch dans un texte en anglais, Distinct Cortical Areas Associated with Native and Second Language, dans Nature, volume 389 de juillet 97. Bon, ça a été repris par la suite. Si vous voulez le noter, vous le trouverez tout à l'heure. Merci. Et juste une petite deuxième question. Si on apprend... Est-ce qu'on sait si on apprend une langue de signes, est-ce qu'on construit un deuxième broca? Et est-ce que si on apprend une langue morte, comme le latin, ou si on apprend juste à lire une langue, est-ce qu'on va construire un deuxième broca ou est-ce qu'on ne le sait pas? Alors, si... c'est une question un petit peu subtile parce que il y a différents niveaux d'étude d'une langue morte. On peut étudier une langue morte de façon un petit peu superficielle
pendant une année, au début du collège. Ça donne juste une petite teinture. C'est du descriptif. Il n'y a pas tellement d'approfondissement. Il n'est pas confronté à des textes, l'enfant. Donc ça ne va pas très loin. Et à ce moment-là, il n'y a peut-être pas du tout construction de Broca. Il est là devant cette langue morte comme il serait devant les mathématiques ou une formule algébrique. Mais dès qu'il doit se coltiner avec des textes plus complexes, qu'il doit consacrer plusieurs heures par semaine pendant plusieurs années à mettre en place les conjugaisons, les déclinaisons, tous les systèmes linguistiques du latin ou du grec ancien, à ce moment-là, forcément, il y a construction d'un Broca, même s'il n'y a pas communication orale. Parce que il a automatisé tout ce qu'on lui a fait apprendre par cœur en classe. Vous aurez pour lundi matin la deuxième déclinaison à savoir par cœur, dit le prof de latin, et le lundi matin, les élèves arrivent, ils ont automatisé la deuxième déclinaison. et donc, il y a construction d'automatisme, donc il y a Broca. Mais si on est dans un saupoudrage, disons une petite initiation, une petite sensibilisation qui va durer 1 an à raison de 2 heures par semaine, il n'y a probablement pas grand-chose qui se construit. Et on ne pourra pas parler à ce moment-là de construction d'un Broca. Donc la question méritait d'être posée, effectivement. Ah, alors la langue des signes, c'est encore autre chose. Alors, puisque vous me parlez de la langue des signes, ça m'oblige à revenir en arrière. Ah voilà, non, c'est pas ça. Je ne sais plus où je suis. Ah oui. Bon, dans cette coupe du cerveau, il y a une aire dont je n'ai pas parlé. Cette aire, c'est ce gyrus angulaire que nous n'avons pas à la naissance, que nous avons construit de façon volontaire, mais à un âge où c'est faisable, où c'est propice. C'est l'ère de l'écrit, ou plus exactement, cette aire qu'on appelle le gyrus angulaire, c'est l'interface entre les sons et la forme écrite des sons, entre la graphie et la phonie, entre son et écriture. Autrement dit, ça se met en place au moment où on apprend à lire et à écrire. Ce gyrus angulaire, c'est pas par hasard qu'il soit situé à mi-chemin entre le centre visuel primaire, qui est évidemment impliqué dans la lecture, et l'aire de Wernicke, qui est impliqué dans la compréhension du sens. Et donc, cette pièce est construite à 6 ans, 7 ans, parfois à 5 ans, par l'enfant qui apprend l'équivalence entre les signes et leur forme écrite, entre les sons et leur forme écrite. Donc, ça prouve qu'on peut construire, on a des reconfigurations neuronales lourdes qu'on peut avoir plus facilement pendant l'enfance, mais qu'on peut aussi avoir plus tard, parce qu'on peut apprendre à lire, si on n'a pas fait avant, à 20 ans, même à 30 ans, même à 40 ans. Mais ça va être beaucoup plus pénible, parce que construire un gyrus angulaire alors que le cerveau n'a plus la même plasticité, ça ne sera pas pareil. Donc, alors, j'en arrive à votre question. Qu'est-ce qui se passe avec les sourds qui apprennent la langue des signes? Chez les sourds, une zone du cerveau humain qui est préprogrammée pour la perception auditive a été annexée à la région visuelle pour construire la langue des signes. C'est-à-dire que, comme ils n'ont pas les sons, la zone de perception auditive est recyclée en zone de perception des signes visuels, donc de la langue des signes.
Or, il se trouve que ceux qui ont appris la langue des signes de façon très précoce l'apprennent plus vite et ont plus de dextérité et de maîtrise dans la langue des signes que s'ils l'ont apprise plus tard, à 7, 8, 9 ans. C'est-à-dire que là aussi, l'âge de l'apprentissage de la langue des signes importe sur le degré de maîtrise et la rapidité d'apprentissage dont va bénéficier le sujet. Alors, là, j'ai un peu perdu le fil. Alors, je reviens à mon canevas. Alors, donc vous avez compris que comme la morphosyntaxe, la grammaire n'est pas la même dans les deux langues, et donc c'est tout bénéfice pour le bilingue d'avoir deux systèmes. Alors par exemple, pour montrer les différences, le français et l'anglais ont un ordre des mots assez figé, assez contraignant. C'est sujet, verbe, complément, presque toujours. Alors que le breton ou l'allemand peuvent commencer la phrase ou l'énoncé par n'importe quel complément. Ça changera l'ordre des mots, ça ne changera pas le sens, mais il y a une plus grande flexibilité due aux possibilités, notamment en allemand, de la déclinaison qui permet de se repérer sur la fonction du mot, quelle que soit la place du mot dans l'ordre des mots. Alors, c'est extrêmement expressif. Le breton pourra dire, en breton évidemment, au genou mal j'ai, alors que nous on ne peut pas le dire en français. En breton on peut le dire, au genou mal j'ai, ou mal au genou j'ai. Un peu comme Belle Marquise, etc. dans la pièce de Molière, sauf que avec le français ça ne marche pas, il faut sujet verbe complément. Donc un autre avantage du bilinguisme français-breton, pour parler de celui-là, c'est la présence en breton d'un accent tonique de mots. Alors, je donne quelques exemples. Vous lisez le panneau, vous êtes sur la route, vous lisez le toponyme Trégonec ou Plogonec. Ben non, c'est pas Trégonec, c'est pas Plogonec, c'est Trégonec, Plogonec. Et si vous n'avez pas l'accent tonique, vous n'êtes pas breton. Vous êtes autre chose. Alors, pourquoi c'est si important? Ben parce que toutes les langues, notamment des langues occidentales, et beaucoup d'autres dans le monde, ont un accent tonique de mots. Donc l'italien a un accent tonique, l'espagnol a un accent tonique, l'allemand a un accent tonique, l'anglais a un accent tonique, et le français n'a pas d'accent tonique de mots. Il y a un accent d'insistance si je veux insister sur un mot, mais ça n'est pas indispensable, ça n'est pas nécessaire à la compréhension. Donc cette présence d'une plus grande flexibilité de la phrase en breton et de l'accent tonique en breton, ce sont des pièces transférables dont ne dispose pas un francophone. Voilà. Et évidemment, cette maîtrise s'acquiert d'autant mieux quand on l'a automatisé tout petit. Alors il y a des linguistes, notamment canadiens, qui ont introduit le terme de mémoire procédurale pour désigner cette maîtrise des formes que je viens de dire. Alors, bien sûr, il s'agit de procédure, donc procédurale, je suis d'accord. Mais s'agit-il de mémoire au sens habituel de mémoire consciente? Je ne le crois pas. C'est pourquoi je préfère parler d'automatisme de langage, ce qui a l'avantage de souligner une forme de maîtrise qui ne fait pas appel à une réflexion préalable. Ou alors il s'agit d'une mémoire très réflexe, donc à ce moment-là, il vaut mieux changer de mot et ne pas utiliser le mot mémoire. Donc je préfère le terme d'automatisme qui est le mien. J'en arrive à la sémantique, la sémantisation des mots, la façon dont l'enfant met en place le sens des mots qu'il entend. Cette sémantisation, elle se fait d'ailleurs pas toujours du premier coup, elle se fait en contexte. L'enfant n'ouvre pas le dictionnaire, il comprend le sens des mots dans les échanges, dans les jeux, dans les interactions, et ça se met en place parfois très vite et parfois beaucoup plus lentement quand le mot est un peu rare ou complexe. Mais en tout cas, cette sémantisation, elle est favorisée quand il y a deux entrées lexicales pour un même objet ou pour un même concept. Alors, ça va être
en permanence à l'œuvre dans les filières bilingues. Parce que dans les filières bilingues, les matières sont enseignées tantôt dans une langue, tantôt dans l'autre. Donc l'enfant aura connu ces notions de maths, de géographie, d'histoire, de sciences de la vie et de la terre, tantôt en français, tantôt en allemand ou en breton ou dans une autre langue, selon le cas de la filière. Et donc, alors, ça a des avantages. Ça a des avantages parce que les mots ne sont pas construits de la même façon. Quand on a deux entrées lexicales pour un même concept, c'est une richesse supplémentaire pour arriver plus vite au sens et mieux cerner le sens du mot. Alors je vais vous prendre quelques exemples. En géographie, géographie se dit en allemand Erdkunde, ce qui est plus simple et plus explicite au premier coup d'œil, parce que Kunde c'est le savoir, la connaissance, et Erd c'est la terre, connaissance de la terre. C'est beaucoup moins pédant que géographie, qui est plus savant, plus tiré du grec. Géo et graphos, c'est deux racines grecques, alors que là, c'est deux racines allemandes. Erde, la terre, Kunde, le savoir, la connaissance. Donc, Erdkunde, l'enfant qui entend ça pour la première fois, il a tout de suite compris, on n'a même pas besoin de lui expliquer. Bon, ça c'est un petit exemple. Mais on peut prendre dans un autre domaine, quadrilatère. Eh bien, il est un peu pédant, quadrilatère, par rapport à Viereck en allemand, qui veut dire simplement quatre angles. Vier, quatre, Eck, angle. Le Viereck, c'est le quadrilatère. Eh ben, quand on a une double entrée dans la notion, c'est une entrée plus facile, plus riche, et c'est bien. Alors, je vais prendre dans un autre domaine, en anatomie cette fois, encore plus savant et plus sophistiqué, le mot sphincter, qui se dit en allemand tout simplement Schließmuskel, qui veut dire un muscle de fermeture. Alors, on comprend tout de suite la fonction. C'est un muscle de fermeture. Et du coup, comme on a compris la fonction, on peut étendre la notion au fait que la bouche est un sphincter et les yeux aussi ont des sphincters. Ce à quoi on ne pense pas tout de suite. Et là où l'anglais et le français ont des mots synthétiques, l'allemand recourt à des mots construits à partir d'autres mots. Donc, double bénéfice pour construire le sens des mots. Enfin, un autre avantage, et j'ai bientôt terminé, capital, réside dans les doubles compétences textuelles des bilingues. Bien sûr, les structures du récit, les structures de la description, de l'argumentation ont beaucoup de points communs, quelle que soit la langue. Ils sont parfois même identiques. Mais dans ces structures, il y a quand même des différences parce que les rhétoriques peuvent différer. Et ça, c'est déjà culturel. Par exemple, quand on pense à la structure du récit des Mille et une nuits, eh ben, il y a des choses qui sont semblables à nos contes et légendes, et puis il y a des choses qui sont complètement différentes. Notamment cette technique particulière des contes orientaux, où une deuxième histoire vient, comme une poupée gigogne, s'incruster à l'intérieur d'une première histoire, voire même parfois une troisième histoire, des vraies poupées gigognes, puis on retombe sur ses pieds vers la fin. C'est ce que Scheherazade avait, je crois, inventé pour se tenir en vie en alléchant le prince ou le nabab, je ne sais plus, le chat, qui du coup attendait la fin de l'histoire avant de l'exécuter parce qu'elle était promise à la mort, mais bon, du coup, elle y a échappé en inventant ces histoires gigognes. Donc il y a du culturel dans les compétences sexuelles qui fait que là, il y a un enrichissement aussi des compétences textuelles par les deux langues. Et du coup aussi accès à deux mondes culturels avec des modes d'interaction riches et différents, et puis l'expérience d'environnements variés. Enfin, et ça sera le dernier mot, mais ce n'est pas le moindre, le bilingue, il a déjà fait 2 fois l'expérience de l'acquisition linguistique. Il a donc des stratégies d'apprentissage plus au point. Il a diversifié sa panoplie d'entrer dans le sens, d'entrer dans la mise en phrase, d'entrer. Et donc, quand il va aborder d'autres langues, il a des stratégies plus au point. Et donc, son régime d'essai et d'erreur et de rectification sera plus rapide
que chez un monolingue dont les erreurs seront plus nombreuses, les rectifications plus lentes à mettre en œuvre, etc. C'est ce que j'ai appelé le phénomène des transferts multiples et rapides. Alors en conclusion, je vous dis tout simplement, la langue c'est notre vie, les langues sont nos vies. Mais quand on en a 2 ou 3, c'est une plus grande richesse de vie. Je vous remercie. Bien. Non, c'est très bien. Il y a déjà eu des questions de posées pendant l'exposé de M. Dalgalian, mais si il y en a d'autres, oui, Mary. Merci infiniment de ce remarquable exposé très érudit. Je voudrais vous demander, s'il vous plaît, est-ce que ces centres peuvent être endommagés en cas de maladie neurologique? Oui, ils peuvent être... Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, puisqu'on a l'image à l'écran, Wernicke, vous avez peut-être compris en cours de route que ces malades, c'était des malades d'Alzheimer qui avaient perdu le sens. Puisque Wernicke, c'est notre laboratoire du sens. Or, vous savez que très longtemps, les malades d'Alzheimer gardent les formes linguistiques, disent des phrases correctes, maîtrisent les automatismes, parce que Broca n'est pas touché dans ce cas-là. Par contre, si Broca est touché et que le malade a perdu les automatismes pour s'exprimer, ça ne veut pas dire qu'il ne comprend pas et qu'il n'a pas le sens de ce qui lui arrive, de ce qui se passe. Il a son laboratoire du sens intact, mais si Broca est touché par une lésion quelconque, il n'aura pas les moyens de s'exprimer et donc il sera handicapé d'une autre façon. Alors ce n'est pas la même pathologie, ce qui explique qu'ils ont, les deux, Broca et Wernicke, ont identifié et localisé des aires différentes. Ils n'avaient pas les mêmes malades. Donc les lésions existent. Alors, puisqu'on parle de lésions, des récupérations existent aussi, sous réserve que, d'abord que la lésion ne soit pas trop étendue, que l'individu soit encore relativement jeune et volontaire et qu'il se soumette à des rééducations, à une rééducation pour reconquérir non pas la zone lésée qui est définitivement lésée, mais construire à côté de la zone lésée une zone de substitution qui va prendre le relais. Ça peut prendre du temps. Mais je vais vous donner un exemple de ça parce que vous m'emmenez sur un terrain intéressant de neurobiologie. Un chirurgien américain est victime d'un accident vasculaire cérébral. Et du coup, il perd l'usage de son côté droit, notamment de sa main droite et de son bras droit. Gravissime, il est chirurgien, il ne peut plus aller en salle d'opération. Mais il a une culture neurobiologique et il se soumet soi-même volontairement à une sorte d'expérience de rééducation. Il immobilise son bras valide de façon volontaire. Il s'interdit donc d'utiliser le bras valide. Et il se force à retrouver tout doucement, peu à peu, les gestes de la vie quotidienne d'abord avec son bras dont le centre nerveux ne répond plus. Et à force de rééduquer cette partie malade, il construit une zone de substitution qui va être finalement aussi performante que la zone lésée et il va retourner dans la salle d'opération, il va reprendre son métier. Et à partir de là, un certain nombre d'hôpitaux américains ont mis au point une méthode qui est celle de la contrainte induite. On met une contrainte supplémentaire pour obliger à la rééducation de la zone lésée ou d'une zone se substituant à la zone lésée. Donc des récupérations sont possibles, mais volonté, exercice de rééducation, etc., persévérance. Mais ça existe. Le cerveau est capable de s'auto-reconfigurer pour des tâches qu'il n'avait pas prévues. Le premier exemple, c'était la construction, très tôt évidemment, du gyrus angulaire pour la lecture et l'écriture. Mais je vous ai donné un deuxième exemple avec les sourds, qui
chez qui la zone de perception auditive est annexée au visuel pour construire la langue des signes. Ça, c'est encore une reconfiguration. Le troisième exemple, c'est ce chirurgien dont je viens de parler. Et un quatrième exemple qui est un peu différent. Il ne s'agit pas de reconfiguration, il s'agit tout simplement de différence dans les mémoires. Une zone de mémoire, notamment des lieux, c'est l'hypothalamus dans le cerveau. Et un laboratoire américain a fait une expérience de comparer les images IRM des chauffeurs de taxi et des chauffeurs de bus de la même ville. Et la cartographie neuronale des chauffeurs de taxi était beaucoup plus étendue en termes d'espace neuronal que la cartographie dans le cerveau des localisations chez les chauffeurs de bus qui effectivement ont 3 ou 4 lignes à mémoriser, alors que les taxis dans une grande ville doivent mémoriser toutes les rues, toutes les artères, toutes les directions, et donc on construit une mémoire. Ça ne se fait pas en un jour, mais donc il y a des différences, et le cerveau est capable de se doter de mémoire supplémentaire, d'acquisition supplémentaire, d'automatismes nouveaux, etc., etc. Et donc on peut apprendre à conduire ou un instrument de musique ou une langue à n'importe quel âge. Je vous écoute. Alors attendez, il y a une autre question. Oui, jeune homme, et puis après madame. Bon, alors. Ok. Je suis désolé, ça va être peut-être un peu long. Mais oui, le premier patient, Broca, qu'il avait, c'était justement, il était remarquable parce qu'il répétait le même mot encore et encore et encore. Je crois c'est. Qui Monsieur Broca, le médecin. C'est pour ça qu'il a remarqué ce patient, parce qu'il ne cessait pas de répéter qu'un seul mot, et c'est pour ça qu'il avait... Ah, c'est possible, oui. Alors je ne sais pas l'anecdote. J'avais deux questions pour vous. Première question qui m'intéressait, vous parliez un peu de la tonalité dans certaines langues. Est-ce que vous pouvez parler, si possible, de ce qui se passe dans le cerveau avec la tonalité, et aussi vous nous avez parlé d'écriture, ce qui se passe notamment en chinois quand on apprend des caractères, est-ce que ça marche pareil ou pas? Et deuxième question, si vous avez le temps. À la fois. Oui. Bon, je laisse. Le fil, là. Oui. Bon, alors pour la question des idéogrammes, je vous avoue mon ignorance. Il faudrait des images IRM spéciales pour les locuteurs des langues avec l'écriture idéographique de Chine, pour savoir comment se passe, en quoi consiste leur zone d'écriture et de lecture, parce que évidemment ils ne passent pas par le son, ils vont directement au sens. Les idéogrammes désignent directement la chaise ou la table ou la personne, sans passer par le mot chaise ou par le mot table ou par le mot nommant la personne. Donc on va directement à l'idée, d'où ces signes un peu complexes, et d'où aussi le grand nombre de signes qu'il faut apprendre. Il y en a, je ne sais pas, 10 000, et plus on en apprend et plus on est cultivé, mais ça fait beaucoup. Donc je ne sais pas du tout, parce que je n'ai pas eu accès à des images de ce type, comment se stocke et comment se construit la zone de la lecture et de l'écriture dans le cas d'écriture idéographique. Donc ignorance complète, pardonnez-moi, j'ai aussi là quelques limites. Quelle était la première question? La tonalité. Alors les tons, c'est une autre dimension du son. En mandarin, il y a le même mot change de sens selon que le mot se dit avec un ton montant-descendant ou avec un ton descendant-montant. Donc la courbe mélodique va différer. Alors qu'est-ce que c'est la courbe mélodique? C'est des décibels. C'est pas comme quand la différence entre A et O ou entre O et I. Là, il y a des différences de hertz, donc de fréquence, émises par mon larynx. Mais quand je suis dans les tons, c'est uniquement une insistance commençante et ensuite une chute.
Et donc ça, c'est du décibel. C'est plus du hertz, c'est plus la fréquence, c'est le volume. Et donc, mais c'est l'oreille aussi qui perçoit ça et qui est éduquée à cela tout petit. Et c'est plus facile quand on apprend le chinois à 4 ans, 5 ans que quand on l'apprend à 15 ans ou à 20 ans ou à 30 ans. C'est une difficulté de plus pour l'oreille française notamment, ou pour une oreille européenne. Alors, allez-y, madame. Il y avait 2 questions, on vous reviendrait pour la 3e tout à l'heure. Madame. Je voudrais juste connaître, s'il vous plaît, votre opinion par rapport à la valeur, semble-t-il, particulièrement propédeutique de la langue espéranto. Alors, l'espéranto, probablement qu'il est plus facile à apprendre, il est construit, d'après ce que je sais, je ne suis pas espérantiste, mais je sais 2-3 choses, il est construit de façon très logique, très systématique, très simple, et donc l'apprentissage de l'espéranto se fait facilement. Alors, je pense que l'espéranto, c'est bien s'il ne fait pas obstacle à l'apprentissage d'autres langues. Mais s'il fait obstacle en se disant, avec l'espéranto, je vais partout et du coup, j'apprends pas d'autres langues, à ce moment-là, c'est négatif. C'est le seul bémol que je mets. Il ne faut pas croire que l'espéranto soit une clé universelle. Comme d'ailleurs la clé anglaise non plus n'est pas une clé universelle. Quelle est la clé universelle? C'est le plurilinguisme. Le plurilinguisme, c'est une clé universelle. Par contre, l'anglais n'est pas une clé universelle, le français non plus, et l'espéranto non plus. Juste, si je peux me permettre, je peux vous rassurer les personnes dans la salle. Nous sommes des personnes extrêmement curieuses et souvent, les personnes qui viennent à l'espéranto, ce n'est pas mon cas, mais sont déjà locuteurs dans plusieurs autres langues. C'est bien. Alors là je pense que c'est bien. Alors, on revient à votre question. Alors, j'avais juste une question un peu différente, mais vous avez beaucoup d'expérience avec les associations, les écoles, et ici à Nantes, on a Madame Hélène Ernoul qui essaie vraiment d'introduire le plurilinguisme dans les écoles, dans l'éducation sociale. Comment vous voyez cette question en votre travail avec ces associations? Il y a d'espoir, ou est-ce que ça bloque un peu? Ça bloque et ça débloque. Alors, il y a deux cas de figure intéressants. Il y a les filières bilingues au bénéfice des langues régionales. Au début, c'était des filières associatives, pionnières, minoritaires, archi-minoritaires. Et puis, quand l'Éducation nationale a vu que les résultats étaient bons chez ses élèves, pas dans la langue régionale, l'Éducation nationale, son souci c'était le français et les maths. Or, les enfants des filières bilingues associatives des débuts avaient de meilleurs résultats en français et en maths. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Éducation nationale s'est dit, alors je ne sais pas ce qu'elle s'est dit exactement, mais elle a ouvert des filières. Et donc, il y a désormais des filières publiques pour le breton, pour le basque, pour l'occitan et pour l'alsacien allemand. Et peut-être pour le catalan, mais je suis moins informé. Et puis, quand ils ont vu ça, les écoles catholiques se sont dit qu'elles ne devaient pas rester en rade derrière, restent dans cette course. Et du coup, dans plusieurs régions, il y a un troisième réseau qui est celui du réseau confessionnel, également bilingue. Si bien qu'en Bretagne, vous avez 3 réseaux de filières bilingues. Et au Pays Basque, vous n'en avez que 2, l'associative et la publique. Les Occitans aussi n'en ont que 2. Et en Alsace, je ne suis plus très, très bien au courant de s'il y a une 3e filière, je ne sais pas. Probablement que oui. Il doit y avoir au moins un lycée-collège qui est confessionnel, qui a de bons résultats d'ailleurs, qui est du côté de Colmar ou de Célestat. Donc ça, c'est un premier exemple où ça marche. Et ça marche tellement que, vous l'avez peut-être vu dans le classement des lycées, le lycée qui est arrivé en tête pour les résultats au bac notamment, de tous les lycées de France, c'est le lycée bilingue breton-français de Carhaix.
en tête, tous azimuts, pour ce qui est des résultats des élèves. Et donc ça c'est assez remarquable comme illustration de ce que j'ai expliqué aujourd'hui. Et alors l'autre réseau qui n'a rien à voir avec les langues régionales, ce sont les lycées internationaux. Il y en a un qui est exemplaire, il a servi de modèle à d'autres. C'est le lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Qu'est-ce qui s'est passé à Saint-Germain-en-Laye ? Tout cet ouest, ce grand ouest parisien, depuis la Défense jusqu'à Poissy, avait une concentration d'usines, de firmes, de sociétés, où il y avait à la fois des étrangers, des techniciens, des ingénieurs, qui avaient besoin de scolariser leurs enfants. Et puis, de l'autre côté, il y avait aussi des Français de retour d'expatriation, dont les enfants parlaient très bien l'espagnol, le portugais, l'allemand ou l'anglais. Et donc, il a fallu inventer un lycée international et qui s'est implanté à Saint-Germain-en-Laye. Il a bénéficié d'ailleurs d'une circonstance favorable. Quand De Gaulle a viré l'OTAN, les bâtiments de l'OTAN ont été transformés en lycée international, ce qui, du point de vue de la paix dans le monde, est un bénéfice absolument incontestable. Alors, donc ce lycée, il a 11 sections. Peut-être qu'il en a plus aujourd'hui, mais d'après mes dernières informations, il était allé, sa dernière section créée, c'était la section franco-japonaise. Donc il y avait français-anglais, français-allemand, français-suédois, français-danois, norvégien, français-portugais, français-espagnol, bon, j'en oublie sûrement, et la dernière, le français-japonais. Et la caractéristique, c'est que ce n'était pas un lycée, ça commençait à la maternelle. Et ça allait jusqu'au bac et même jusqu'à des prépas. Et deuxième chose, c'est qu'il y a un décret qui régit ces lycées internationaux ou les sections internationales. Ce décret qui date de 81 dit qu'il doit y avoir au moins 25% d'enfants de la langue étrangère, donc des petits Allemands, des petits Anglais, des petits Espagnols ou hispanophones, et puis 50% d'enfants français. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de ghetto. Il n'y aura pas un ghetto français ou un ghetto allemand ou anglophone. Il y aura un mélange des enfants des deux nationalités, mais ils se retrouvent dans la même filière bilingue. Donc ça, c'est intéressant, parce que des petits Portugais qui rechignaient à apprendre leur langue maternelle d'origine dans une section qu'on appelait ELCO, enseignement des langues et cultures d'origine, qui les mettaient dans un ghetto dans leur école primaire où ils avaient des heures en plus, où ils étaient entre eux, où il n'y avait pas d'élèves français. Et puis les mêmes qui rechignaient, quand on les a basculés sur le lycée international, ont eu de très bons résultats parce que du coup la langue était valorisée et ils se retrouvaient avec les Français dans la même filière. Donc ils étaient absolument motivés parce que le statut de la langue, l'enfant y est sensible aussi. Tout à fait même. Donc, alors ce modèle a été repris à Valbonne, Sophia, Antipolis, donc pas loin d'Antibes, avec en plus un internat, mais là ce sont des familles qui s'expatrient et qui laissent leurs enfants dans un internat pendant l'année scolaire. C'est un peu particulier, mais ce sont des sections internationales. Il y a des sections internationales au lycée des Pontonniers à Strasbourg. Il y a un petit lycée international à Lyon et quelques sections internationales à Grenoble. Mais c'est minoritaire. Et donc, le principe, c'est qu'il y a au moins 2 disciplines enseignées dans l'autre langue que le français. Voilà. C'est donc utilisation de la langue, comme dans les filières bilingues langue régionale, dans des autres disciplines que la langue. Alors à ce sujet, et là je m'amuse un peu, quand l'éducation nationale introduit une langue étrangère vivante, en histoire géo ou en biologie, elle appelle cette activité discipline non linguistique. DNL. Ce qui prouve que même quand elle fait bien les choses, l'éducation nationale ne sait pas pourquoi c'est bien. Parce que si elle en avait conscience, elle ne dirait pas discipline non linguistique. Essayez de m'apprendre n'importe quoi, le moindre mouvement de gymnastique, le moindre pas de danse,
le moindre geste et la moindre notion sans utiliser la langue. Essayez. Il n'y a pas de discipline non linguistique. Dans l'être humain, tout est linguistique. Tout est linguistique. Donc, il faudrait appeler ça des utilisations transdisciplinaires de la langue au profit de l'histoire, de la géo, de la biologie. Mais ce n'est pas des disciplines non linguistiques. Donc, on fait bien les choses, mais on les nomme de façon complètement aberrante. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, c'est ça. Oui. Oui. Voilà, donc vous avez ces deux systèmes qui fonctionnent, qui sont minoritaires. Oui, alors vous dites les enfants jeunes ont une capacité à apprendre les langues. Vous dites qu'à partir d'une dizaine d'années, il y a un filtre qui se met en place. Donc effectivement, ce qui veut dire que le spectre capable d'entendre les sons, il s'est réduit. Ah oui. Alors, il s'est spécialisé, il s'est réduit. Est-ce que ça veut dire que c'est irréversible? Oui, du point de vue de l'ouverture dont nous avons bénéficié quand nous sommes arrivés au monde, c'est irréversible. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre des langues. Mais si vous apprenez n'importe quelle langue vivante à 15 ans ou à 20 ans, vous serez peut-être excellent parce que vous aurez fait beaucoup d'efforts, beaucoup de séjours dans le pays, etc. Vous aurez quand même un petit reste de prononciation, d'accent français, comme on dit, parce que vous ne l'avez pas appris tout petit. Si vous l'aviez fait tout petit, vous n'auriez pas ce problème d'accent. Parce que il y a quelques années maintenant, j'avais lu un bouquin de Tomatis qui disait qu'effectivement, on pouvait quand même allonger la capacité de longueur d'onde pour pouvoir apprendre des langues, parce qu'effectivement, entre nous, Français, et sans doute des gens qui sont plus à l'Est, la longueur d'onde n'est pas du tout la même. Donc la capacité à apprendre les langues n'est pas la même. Tomatis a raison sur l'oreille électronique qui permet de rééduquer une oreille et de faire entendre des sons que normalement, sans l'oreille électronique, vous n'entendez pas, ou vous entendez mal. Donc grâce à l'oreille électronique, on étend la capacité d'audition. Mais ça ne se répercute pas dans une reproduction parfaite. Vous gardez un accent qui est la dernière trace, même si vous maîtrisez très bien la langue, la dernière trace d'un apprentissage tardif. Alors, est-ce qu'il y a encore un peu de curiosité? Oui. Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il est vrai aussi que beaucoup dépend de la méthode d'apprentissage de la langue. Et c'est vrai que l'apprentissage aux enfants, aux ados, disons, ou aux adultes, elle peut être efficace si elle est fondée justement sur l'échange oral, sur ce qu'on appelle une méthode audiovisuelle où on privilégie justement l'oral. Mais effectivement, il faut des professeurs particulièrement compétents qui soient très attentifs à la manière dont les sons sont produits, qui soient capables de corriger vraiment dans le détail, qui éventuellement font aussi des séances de laboratoire de langue. Et ça peut donner des résultats extrêmement efficace. Au début de ma carrière où j'étais enseignant en langue, j'ai eu l'occasion par exemple de faire un stage d'initiation en méthode audiovisuelle et on était tombé sur un professeur animateur qui utilisait ces méthodes, y compris dans les collèges, et il nous a fait écouter des enregistrements de ses élèves en fin de 5e, mais on aurait dit des petits anglais. Et ce qui est encore plus fort, c'est qu'il disait que quand ses élèves faisaient des fautes, c'était les fautes que les petits anglais faisaient dans leur propre langue, et non des fautes que les Français font quand ils apprennent l'anglais. Oui, c'est bien. Merci. Est-ce qu'il y a encore... Oui. J'avais une question, juste par curiosité, si on peut faire un parallèle avec les différentes musiques à travers le monde, avec les langues. Est-ce qu'il y a des rapprochements qui peuvent être faits? Avec les musiques? Oui, si l'enfant entend différentes musiques. Alors, je ne vais pas épuiser la réponse à votre question qui demanderait un spécialiste plus pointu sur la question musicale. Mais je peux vous dire une chose qui vous met quand même sur la piste. L'air de Broca gère aussi les calculs exacts, les calculs genre table de multiplication, table d'addition, et gère également
les sons, la capacité à distinguer ce qui est bruit et ce qui est mélodie, et la mémoire des mélodies. C'est-à-dire, en réalité, Broca joue un rôle aussi en musique. Alors, je ne sais pas exactement jusqu'à quel point, et s'il y a d'autres, il y a sûrement d'autres zones du cerveau qui sont impliquées. Alors là, je n'ai pas toutes les réponses, mais c'est vrai que Broca s'occupe pas seulement de la langue, mais des formes musicales et des formes mathématiques au niveau du calcul exact. Donc ça, c'est intéressant. Ce qui peut expliquer aussi le plus des bilingues, notamment en maths. Parce qu'ils ont construit leur calcul rapide avec deux systèmes linguistiques. Bon. Oui, madame. Oui. Juste une petite question. Quand on a été nul en maths et qu'on est toujours très nul en maths, ça veut dire qu'on a une défaillance au niveau de Broca? Alors, si c'est parce que vous n'arrivez pas à recompter votre facture, alors à ce moment-là, c'est Broca. Mais si c'est parce que vous ne suivez plus les explications du prof de maths à partir de la seconde ou de la première, là, c'est pas Broca, c'est vraiment Wernicke et peut-être même d'autres zones, je ne sais pas exactement. Parce que là, il y a probablement dans cette histoire de difficulté en mathématiques, il y a sûrement deux facteurs qui se conjuguent et qui s'additionnent. Une panique devant quelque chose d'un peu complexe, d'un peu abstrait, un peu coupé de la vie pratique, concrète. Donc déjà, c'est un peu paniquant. Et si en plus le prof a été trop vite parce qu'il faut boucler le programme, alors à ce moment-là, c'est la cata. Il y a blocage et il devient rapidement définitif. Mais ça ne veut pas dire qu'à l'origine, vous étiez génétiquement incapable d'apprendre les maths. Non, il n'y a pas de... les maths sont, contrairement aux autres disciplines, ça ne vient pas de l'extérieur, c'est en nous. Le prof de maths ne fait que vous faire accoucher des structures qui sont inhérentes au cerveau humain. Il n'y a pas de support matériel. Bon, on fait des dessins, on fait des schémas, mais il n'y a pas de... c'est seulement quand on applique les maths à la physique qu'à ce moment-là, il y a une conséquence matérielle. Mais il n'y a pas... Au départ, les maths sont dans la tête. Donc, arriver à vous faire accoucher de ce que vous avez dans la tête, c'est l'art du prof qui, dans ce domaine, parfois va trop vite et peut-être pas selon la bonne procédure. Et il n'y a pas donc, à part un facteur psychologique de blocage, il n'y a pas de, disons, d'incompétence génétique. Plus d'autres en tout cas. Plus d'autres questions? Bah, écoutez, on va arrêter là notre échange, mais c'était effectivement tout à fait passionnant de découvrir ce lien entre la langue et le cerveau, avec tout ce que vous nous avez expliqué. Donc merci à vous, professeur Dalgalian.